Quels moyens pour soutenir les personnes en situation de handicap? Pour en savoir plus, nous accueillons Marie Griot, salariée d'APF France Handicap. Bonjour Marie. Bonjour. APF France Handicap a développé plusieurs axes d'action pour accompagner les personnes en situation de handicap et leurs proches. Pouvez-vous nous les présenter et nous donner quelques exemples? APF France Handicap a élaboré un projet associatif. L'association, tous les 5 ans, élabore un projet associatif. Donc le projet associatif a été élaboré en 2018 et il a 5 axes prioritaires sur lesquels l'association s'appuie pour développer ses actions de 2018 à 2023. L'un des premiers axes, c'est rendre les droits effectifs par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc c'est vérifier que les personnes accèdent à leurs droits, qu'elles aient connaissance de ces droits. On les informe des droits et on les accompagne pour être sûr que chaque personne a bien les aides auxquelles il peut prétendre. Le deuxième axe, c'est rendre nos acteurs, nos adhérents et nos usagers de l'association, les rendre acteurs d'une société solidaire et inclusive. C'est-à-dire que on doit essayer de faire que la société les accepte avec leurs différences. Donc on doit se battre pour mettre les choses en place et faire évoluer les choses pour que la société soit solidaire, les accepte et soit inclusive, surtout qu'elle ne les mette pas à part, qu'il y ait vraiment une égalité des chances, une égalité des droits. Le troisième axe, on s'est engagé sur l'autonomie et l'autodétermination des personnes. C'est leur donner le moyen de s'exprimer, leur donner le moyen de choisir leur mode de vie, savoir si je veux vivre chez moi ou en foyer. Alors bien sûr, en fonction des possibilités, des moyens de la personne, de son autonomie, mais de voir ce que l'on peut mettre en place en mettant de l'accompagnement autour, ou de faire un choix sur son projet de vie. On ne doit pas décider pour elle, on doit veiller à ce que tout soit mis en place pour qu'elle puisse justement faire ce choix et s'autodéterminer, faire ses propres choix. Le quatrième axe, c'est construire ensemble pour être plus fort. APF France Handicap souvent fait partie d'autres groupements d'associations, de collectifs associatifs, parce que on n'est pas à part, on est vraiment dans la société. Donc tous les sujets qui touchent tous les citoyens, on est également dans le développement durable, dans l'écologie, dans le droit de la femme. Tous ces combats sont aussi nos combats et on tient bien à y participer. Par exemple, je crois que c'était au mois de novembre l'année dernière, avec Femmes Solidaires à Mâcon, on a organisé une conférence par rapport aux femmes victimes de violences. Et là, plus précisément, femmes victimes de violences en situation de handicap. On s'associe souvent à d'autres associations ou des collectifs parce qu'on a de toute façon plein de combats en commun. Et enfin, le dernier axe, c'est renforcer notre dynamique participative. Donc, au sein de l'association, les personnes doivent pouvoir s'exprimer. C'est vraiment une sorte de démocratie. On donne la parole. C'est leur association. C'est eux qui la font évoluer. Et donc, on doit pouvoir entendre cette parole, connaître leurs souhaits, leurs désirs, vers quoi ils souhaiteraient qu'on aille. L'association, ce ne sont pas que quelques personnes qui doivent décider. Les propositions se font de la base. On doit écouter la base et puis après, tout ça est mis en place, mis en œuvre. Quels sont vos moyens financiers, matériels et humains pour soutenir ces personnes ? Nous sommes une association, loi 1901, on est reconnu d'utilité publique. Nous, on souhaite représenter et défendre les personnes en situation de handicap. Donc, on veut rester vraiment indépendant financièrement. Pour trouver des financements, c'est essentiellement tout ce qui est dons. Les personnes peuvent nous faire des dons financiers et puis ils peuvent déduire ça après 66% de la partie du don de leurs impôts. On a également des legs, c'est-à-dire les personnes, quelquefois, décident de léguer à l'association des biens, de l'argent, parce qu'ils veulent soutenir l'association. On fait régulièrement des actions ressources. On veut absolument rester indépendant financièrement parce que comme on est une association militante, on ne veut pas dépendre de finances publiques. Donc nos ressources, nous devons les trouver. Donc de notre côté, ce sont des fonds privés, donc dans les dons, dans les legs. En action ressources, en Saône-et-Loire, tous les ans au mois de décembre, on fait une opération qui s'appelle Paquet Cadeau. Là, cette année, c'était au magasin Carrefour de Crèche-sur-Saône. Pendant une semaine, on a proposé aux clients de faire leur paquet et puis les gens donnaient ce qu'ils voulaient pour soutenir l'association en contrepartie du paquet qu'on faisait. Là, dans une semaine, on va faire une vente solidaire de brioches. Donc, on va proposer aux clients de la galerie marchande de Carrefour de nous acheter une brioche à 5 €. Tout cet argent, après, participe à pouvoir financer les actions. On demande également des subventions, mais ça, c'est une part assez faible des financements. Il y a des subventions de la part de certaines mairies et du conseil départemental, mais ça reste assez limité. Et puis également, on répond à ce qu'on appelle des appels à projets. Quelquefois, il y a des fondations ou des grosses entreprises qui vont faire ce qu'on appelle des appels à projets. Ils vont solliciter des associations, on dire nous, on souhaiterait toutes les associations qui ont un projet sur telle thématique, vous nous faites un dossier, vous nous expliquez ce que vous faites, et puis nous, si ça nous plaît, par exemple, on vous financera une partie. C'est ce qu'on appelle un appel à projet. Vous proposez des séjours de vacances ou de repos avec les personnes en situation de handicap.
Comment sont-ils organisés ? On propose en général 3 séjours par an. Souvent, ce sont des salariés qui les organisent au départ. Bien sûr, on interroge aussi nos adhérents, savoir où c'est qu'ils souhaiteraient aller. Mais après, vraiment, pour l'organiser, là, c'est soit une autre collègue, soit moi, où là, on fait les différentes recherches. Puis il faut qu'on trouve des hébergements accessibles, pour que ce soit aussi possible financièrement. Il ne faut pas que ce soit trop cher. Il faut que les personnes puissent payer le séjour. On cherche après les activités, voir quelles activités sur le lieu où on va vont être adaptées. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on peut visiter, et puis organiser les transports et également l'accompagnement, parce que les personnes souvent ont besoin d'aide, ne serait-ce que pour pousser le fauteuil quand on fait une balade, ou des fois pour s'habiller ou pour se laver. Donc il faut trouver l'hébergement, les activités, le transport et également, surtout ce qui est très important, l'accompagnement pour que les gens ils soient en sécurité puis qu'ils soient bien pendant leurs vacances. Donc ça en général, c'est une personne salariée, donc moi entre autres j'en organise au moins un par an. L'année dernière j'ai organisé un séjour à Anduze, aux portes des Cévennes, pas très loin de la Méditerranée. Donc on est parti là-bas 5 jours avec 5 vacanciers, donc 5 adhérents et 5 accompagnateurs. Dans les 5 accompagnateurs, il y avait moi et 4 personnes qui étaient bénévoles. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent donner du temps et nous donner des coups de main comme ça gratuitement. Nous savons que les personnes en situation de handicap ont des difficultés pour trouver du travail. De quels moyens disposez-vous pour les aider ? Sur la thématique du travail, on commence vraiment à plus s'y attaquer. Nous ne sommes pas forcément les plus experts là-dessus, mais ça fait vraiment partie de nos objectifs, de nos missions. Donc déjà au niveau de la PF, on a des entreprises adaptées. On va faire attention d'adapter le poste à la personne. Si elle a un problème de dos, on va faire attention à son poste de travail, à la hauteur des sièges, des tables, etc. La personne est vraiment salariée pour l'entreprise, mais il y a des conditions qui sont mises en face pour que la personne puisse être accueillie correctement et pouvoir travailler. On travaille avec d'autres types d'associations qui, elles, sont plus spécialisées dans le travail, qui vont plus nous aider. Il y a la GFIP qui va beaucoup nous aider aussi pour le travail. On va également orienter des fois vers Handisertion, qui est une association qui s'occupe aussi de l'emploi des personnes handicapées. Et puis nous, on va pouvoir accompagner là-dedans, pour accompagner les personnes. Et on travaille également avec un dispositif qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur. Donc là, on se met en partenariat avec eux. Eux, ils proposent également des emplois sur des territoires. En fonction du territoire, ils créent certains emplois. Et puis, on essaye de voir si nous, on a des personnes qui pourraient être intéressées par ces emplois. Après, c'est vrai que le territoire Est de Bourgogne n'est pas forcément très expert encore sur l'emploi. On essaye de développer et puis surtout, on a des partenaires avec qui on travaille. Et dès qu'on a des situations qui nous arrivent, là, par contre, on accompagne et on suit les personnes. Nous savons que vous aidez aussi les familles des personnes en situation de handicap. Comment procédez-vous ? L'association est une association de revendication, de défense des droits. On va aider déjà la personne en situation de handicap et on va faire aussi attention à la famille, à faire attention que tout soit bien mis en place au niveau des droits, de mettre en place quelquefois des choses aussi avec les aidants pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient bien, qu'ils puissent se reposer, bien accompagner la personne qui les aide, Une autre branche à l'APF où on est plutôt gestionnaire de services et d'établissements, ce sont des usagers, ce ne sont pas des adhérents, donc ça peut être des adultes, des enfants. Dans le cadre de ces services, on prend en charge bien entendu soit l'adulte, soit l'enfant, mais on prend également l'entourage auquel on fait attention de voir si tout est bien mis en place, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut soulager. Et puis, l'une des plus grosses parties, c'est de faire attention que les droits soient bien respectés et soient bien acquis. Vous faites également de la sensibilisation. Dans quel objectif et quel est votre but prioritaire ? Oui, on fait de la sensibilisation. Alors notre objectif, c'est de faire changer le regard, d'enlever un peu les stéréotypes et puis d'informer les gens, que les gens se rendent compte qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne, il n'y a pas de différence. C'est une personne à part entière et c'est une personne comme tout le monde, différente comme tout le monde, nous on dit souvent. Donc c'est surtout changer le regard. On entend encore des choses, même en 2023. Des fois, quand j'accompagne une personne en situation de handicap, on va dans un magasin, la personne demande quelque chose au magasin, la propriétaire ou le propriétaire du magasin va me répondre à moi. Alors, c'est pas moi qui ai posé la question, c'est pas moi qui viens acheter quelque chose. Des petites choses comme ça, où on entend encore des réflexions. Donc on veut surtout changer le regard, faire tomber les stéréotypes, montrer que on est tous pareils. Après, oui, quelquefois il y a une perte d'autonomie, il y a des différences, mais on essaye de faire ce qu'il faut pour compenser tout ça. Et puis notre public, Saône-et-Loire, c'est beaucoup des écoles ou des centres aérés, donc des ados, des plus petits. On fait également les entreprises. Même dans le cadre de l'entreprise, encore beaucoup de discrimination. On va dire, tiens, le nouveau collègue est en situation de handicap, il va peut-être rien faire et tout, machin. On entend encore des choses aberrantes, Alors que si le collègue, son poste, il est adapté comme il faut, le rythme adapté sera comme tout le monde. C'est aussi bien au niveau scolaire, des enfants ou des centres aérés, qu'en entreprise. On sait que vous représentez les usagers pour défendre leurs droits. À votre avis, quels sont les droits et les progrès qui pourraient être envisagés dans l'avenir ?
Dans l'avenir, déjà, il y a quelque chose qui serait bien, ce serait que l'accessibilité soit effective, c'est-à-dire que les personnes puissent se rendre dans n'importe quel établissement public. Ça serait déjà sympa, parce que là, on voit encore qu'en 2023, pour prendre le train à la gare de Mâcon, il faut faire appel au service spécifique Access Plus, donc il faut prévoir de prendre le train au moins 48 heures à l'avance. Il faut vraiment faire évoluer ça, l'accessibilité. En plus, là, on a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024 avec les Paralympiques. L'image de la France va être catastrophique. Catastrophique. Je ne sais pas comment on va faire avec les athlètes, avec les gens qui vont accompagner. Ça va être très difficile. On est très très en retard là-dessus parce qu'il y a des choses qui ont été votées en 2005, qui auraient dû être mises en place en 2015, etc. Et on est très 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 en retard. Alors, il y a du progrès. Normalement, on ne devrait pas être dans cette situation-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment un gros problème. Il faut vraiment continuer d'avancer là-dessus. Par rapport à la vie affective des personnes en situation de handicap, oui, les personnes en situation de handicap, ont droit à une vie affective. En France, il y a des choses, c'est pas forcément mis en place. Donc ça, ce serait aussi un gros progrès qu'ils puissent avoir accès à une vie affective et sexuelle comme n'importe quel citoyen. Donc qu'on l'aide par rapport à ça, quoi. Vous organisez parfois des manifestations. Quelles ont été vos dernières revendications ? Notre dernière revendication pour laquelle on s'est vraiment battu, c'était la déconjugalisation ou l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. Les personnes en situation de handicap, certaines, font la demande d'une allocation, elles ne peuvent pas travailler, c'est reconnu. Elles peuvent percevoir ce qu'on appelle l'allocation d'adulte handicapé, qui n'est pas quelque chose d'énorme, mais ça permet de vivre et de pouvoir vivre dans son appartement, faire sa vie comme n'importe qui. Il y a ça qui est mis en place en France par la MDPH, c'est payé par le conseil départemental pour que les personnes puissent quand même vivre, avoir une ressource, un revenu, puisqu'elles ne peuvent pas travailler, donc elles ne peuvent pas avoir de ressources par rapport au travail. Jusqu'à maintenant, les personnes, quand elles faisaient leur demande, on tenait compte du revenu du mari ou de la femme. Donc si mon mari touchait un bon salaire, ça a diminué mon allocation ou même je pouvais ne pas en avoir. Ça me rendait encore dépendante de mon mari financièrement. Et nous, on trouvait ça inacceptable en disant mais non, c'est pas un choix de toute façon. Vous ne devriez pas tenir compte en fait des revenus du concubin ou du conjoint pour donner cette allocation. On s'est battu depuis des années et c'est enfin passé l'année dernière. C'est pas encore mis en place. Je crois qu'on parle d'octobre 2023, mais au moins c'est passé. Donc là, on avait fait des manifestations, on était monté à Dijon, je pense on était peut-être plus de 500 et on avait plein de personnes qui avaient remis leur robe de mariée, leur costume de mariée. Ça avait été assez festif, assez joyeux et on avait interpellé les politiques en disant c'est pas normal, c'est un bon combat. Et puis toujours ce combat sur l'accessibilité où là on prévoit des choses au mois d'avril parce que c'est pas acceptable qu'il y ait encore autant d'endroits qui manquent autant d'accessibilité. Quelles avancées principales avez-vous acquis grâce à ce genre de manifestation ? Là, la dernière avancée, c'est qu'on ne tienne plus compte des revenus du conjoint par rapport à cette allocation d'adulte handicapé. Ça va vraiment changer la vie de pas mal de couples. On avait un couple qui a cassé son Pacs à cause de ça. Ils en avaient marre, ils se sont dit c'est pas possible. Le monsieur refusait des fois certaines missions parce qu'il savait que s'il gagnait trop en intérim, elle allait perdre son allocation adulte handicapé, donc ça devenait catastrophique. Il y a des gens qui pensaient à divorcer, c'est-à-dire rester ensemble, mais ils allaient rompre ce mariage et puis peut-être prendre chacun un appartement. Donc ça, c'était vraiment une bataille qui a été gagnée très très importante dernièrement. APS France Handicap fête ses 90 ans cette année. Quelles manifestations sont prévues pour cette occasion ? Pour ce que j'en sais actuellement, puisque tout n'est pas encore fait, on a déjà fait, nous en région, on a présenté les vœux en région le lundi 16 janvier, c'est-à-dire que les acteurs APF France Handicap de Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes retrouvés le 16 janvier à Dijon pour revenir sur l'histoire de l'APF. Il y a eu tout un reportage, on est revenu sur tout l'historique de l'APF. On a invité donc les politiques aussi de la région à venir nous rencontrer et nous on s'est retrouvés, je crois qu'on était à peu près 300 pour fêter la nouvelle année à l'occasion des 90 ans. On avait décidé de faire un plus gros événement pour les vœux. Donc là on s'était réunis comme ça. Au mois d'avril, l'association a été créée le 26 avril 1933. Donc a priori la semaine du 26 avril, on risque pareil d'organiser des événements et là plutôt par rapport à l'accessibilité. On ne sait pas encore beaucoup de choses et le peu que je sais, je suis un petit peu bloquée. Donc ça devrait être sur ce thème-là. Et puis je pense que tout au cours de l'année, il y a d'autres choses qui risquent de venir, mais c'est en cours. Merci à Marie Griot d'avoir répondu à nos questions. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur APF France Handicap, rendez-vous sur le site internet apf-francehandicap.org.